Sauf exception notable, je pense pouvoir dire que je vous propose généralement des avis nuancés sur les œuvres dont je parle, et c'était le cas pour les 2 premières saisons de The Witcher sur Netflix. Je ne suis donc ni un détracteur ni un fan acharné de cette série. Cette vidéo sera consacrée à la première partie de la saison 3 et ce sera d'abord sans spoiler, puis un peu avec spoiler en fin de vidéo. Et si jamais vous aviez envie de découvrir les livres Sorceleur les yeux fermés, tranquillement installés sur un transat par exemple, sachez que vous pouvez gratuitement accéder aux 3 premiers tomes en version audio française. C'est tentant et ça se passe sur Nextory avec 45 jours gratuits en passant par le lien en commentaire épinglé et en description, ce qui soutient la chaîne et vous donne aussi accès à des tas d'autres œuvres comme Silo, Dune, Le Seigneur des Anneaux et j'en passe. J'en reviens au Witcher de Netflix, j'avais apprécié certains éléments de la première saison et aussi de la deuxième, dont j'avais notamment apprécié le premier épisode, même si le final aussi avait une certaine allure, il faut le reconnaître, avec son attaque massive de monstres sur Kaer Morhen. Le souci de la deuxième saison se situait notamment dans les grandes libertés prises avec les livres. En soi, se distinguer des livres n'est pas un problème pour une adaptation bien sûr, mais encore faut-il que les choix soient judicieux et n'impactent pas négativement la suite du récit. On sait bien que les livres traitant du sorceleur le présentent dans des histoires courtes pour ensuite l'embarquer dans un récit plus long de dark fantasy, un peu plus classique avec une prophétie, etc. Même si on conserve bien sûr les spécificités propres à cet univers, à l'ambiance slave notamment. Il est symptomatique de constater qu'à mes yeux, le meilleur épisode de la saison 2 était donc son premier, qui adaptait plutôt fidèlement une de ses meilleures histoires courtes. La série est généralement bonne quand elle suit Geralt incarné avec la présence d'Henry Cavill, qui se met à traquer un monstre, à comprendre une situation personnelle et ou sociale, et à devoir souvent au final user de ses épées et de son arsenal pour tenter de faire le moins mauvais choix possible. C'est ce qui manque le plus sans doute dans cette première partie de saison 3 qui décide de se rapprocher de l'intrigue des livres, quitte à tenter d'intéresser son public à des intrigues politiques obscures portées par des personnages secondaires dont on a tendance à se contrefoutre royalement. C'est triste. Cette saison 3 devrait théoriquement profiter d'une intrigue plus resserrée autour des convoitises que suscite Ciri et de la nécessité pour Geralt et Yennefer de la protéger, tout en mettant en scène la montée en puissance de Ciri elle-même devenant adulte. Il faut ajouter à cela les ambitions de conquête de Nilfgaard sur le nord et la façon dont ce nord y réagit, mais aussi les autres forces en présence comme les elfes et la confrérie des magiciens. Le début de saison 3 était notamment attendu pour voir comment la série allait retomber sur ses pattes suite à l'importante déviation qui avait été choisie en saison 2 concernant l'histoire de Yennefer, qui avait bien failli sacrifier Ciri en fin de saison dans l'espoir de retrouver ses pouvoirs puisqu'elle avait succombé à la tentation d'impact avec la Baba Yaga locale. La défiance qui en résulte entre Geralt et Yennefer en début de saison 3 me semble un peu moins intéressante que la longue et complexe relation épisodique qui les entretiennent dans les livres, mais bon, à partir du moment où Ciri est introduite dans l'histoire, dans la série, c'est vrai qu'on ne peut plus vraiment se permettre d'étaler les événements sur les années du fait de la longévité importante surhumaine de Geralt et Yennefer. L'usage d'une fameuse lettre ou série de lettres, en l'occurrence, dans ce contexte, convaincra plus ou moins selon les sensibilités, selon que vous soyez ou pas lecteur. Disons que l'impact essentiel des choix de saison 2 s'applique à la personnalité de Yennefer, obligée de faire amende honorable et qui semble avoir perdu assez nettement du piquant de sa personnalité et donc de sa superbe. Il m'a semblé que l'écriture du personnage de Ciri était souvent agaçante au cours de ces 5 épisodes. Elle semble incapable de prendre sur elle dans des situations qui ne sont pourtant pas des modèles de pression insoutenables. Elle commet au moins 2 grosses bêtises assez grossières pour quelqu'un qui doit faire profil bas, et la nature de sa relation avec Yennefer reste étrangement mal définie. On dirait tantôt qu'elle s'entend à merveille, et la scène suivante, je caricature à peine, la confiance entre les deux est remise en question. Disons qu'on comprend l'intention, mais que la mise en pratique manque un peu de subtilité. Par ailleurs, on a des plans qui soulignent trop une importante couche de maquillage pour l'actrice qui interprète Ciri, ce qui a forcément tendance à briser l'immersion quand on suit des personnages en cavale, vivant beaucoup en extérieur et sans vraiment d'artifice, outre ceux que la magie fournit assez aisément à Yennefer.
Concernant Henry Cavill, je l'ai trouvé un peu en retrait sur les premiers épisodes, mais l'intensité semble parfois revenir par éclats sporadiques. Quelles que soient mes réserves sur le trio, il ne fait aucun doute que la série se porte bien mieux quand ils sont à l'écran. On ne peut nier la présence de Geralt et de Cavill, et la capacité de la série à souligner que c'est vraiment lui le plus badass de tous les personnages, quels que soient les niveaux de pouvoir d'ailleurs. À ce sujet, on pourrait même se chagriner un petit peu et constater que Geralt est présenté comme invincible ou presque. On préférerait le voir subir un peu plus face à certains monstres, mais l'équilibre reste relativement acceptable de ce côté-là, mais c'est surtout une crainte qui devrait peut-être être davantage mise en avant face à des mages particulièrement puissants. Alors c'est vrai, pour Geralt, le mot crainte n'est peut-être pas le bon, mais au moins il pourrait clairement reconnaître que son niveau très limité en magie pourrait ne pas suffire face aux mages les plus redoutables du continent. Quoi qu'il en soit, cette première partie de saison a tendance à s'effondrer dès qu'on quitte ce trio et surtout Geralt. Déjà avec Jaskier, ce n'est franchement pas terrible, que ce soit cheveux naturels ou perruque, peu importe, mais sa coiffure ne lui va pas du tout. Ça peut paraître un détail, mais bon, quand on a sa tronche comme ça à l'écran un certain temps, ça choque. Et surtout, il se retrouve ballotté par les événements sans y apporter grand chose, sachant que l'essentiel de sa présence sur cette première partie de saison 3 se résume à un début de romance pour l'occuper en quelque sorte dans le scénario. Et malheureusement, les scènes de cette romance, je les ai trouvées particulièrement plates et ennuyeuses. Ça n'arrange rien. Quant aux autres personnages secondaires, on tente de nous rendre les intrigues politiques de la saison intéressantes au travers de nombreux dialogues, mais le résultat oscille entre l'incompréhension et l'ennui, associant souvent les deux dans un cocktail absolument terrible, surtout si vous êtes du genre à vous endormir face à un écran, ce qui n'est heureusement pas mon cas. Et c'est bien dommage car on sent un petit peu le potentiel de certains interprètes, notamment de Dijkstra et de Philippa Eilhart ou encore Stregobor par exemple, qui ne dit pas grand chose. Un potentiel gâché par un script qui nous perd dans des intrigues de palais qui sont soit absconses, soit grossières et souvent sans intérêt, puisque nous, en tant que spectateurs, n'avons absolument aucune attache envers les royaumes et les monarques évoqués. Il n'y a guère que Nilfgaard et son empereur qui sont capables de susciter un vague début d'intérêt, mais vraiment rien de folichon là non plus, sachant qu'il faut encore une fois passer outre des armures qui font terriblement fausses, même après avoir changé de modèle. Ne parlons même pas des elfes, transparents et chiants au possible. Déjà, il faut quand même souligner un point qui n'aide pas du tout de mon point de vue, à savoir que les elfes dans cet univers ne sont au final que des humains à oreilles pointues, avec rien d'autre pour les distinguer dans leur façon d'être ou de penser, et ce malgré des milliers d'années d'histoire. Enfin restent les mages. Entre les politiques, les elfes et eux, ce sont clairement les moins barbants, mais bon, ça ne veut pas dire pour autant que le niveau est complètement fifou. On a des intrigues importantes qui se jouent autour d'eux, mais au final, la série ne donne aucun élément au spectateur pour justement se prêter au jeu des théories, si ce n'est une piste tellement grossière qu'elle fera rouler des yeux au moment de la révélation du poteau rose. Visuellement, ce début de saison 3 est assez décevant dans l'ensemble. Alors on a quelques moments réussis, heureusement, notamment le design de créatures particulièrement atroces et dérangeantes dans une caverne, et les décors d'Arethusa qui fonctionnent assez bien dans l'épisode 5. Pour le reste, et dès le début, on a des gerbes de sang numériques très laides, des chorégraphies de combat qui ne fonctionnent qu'avec Geralt, et des passages sur fond vert visibles qui sont quand même assez étonnants pour une telle production. Alors c'est vrai, je le reconnais, j'ai souligné beaucoup de points négatifs, mais au moins on peut remarquer que la saison a tendance à aller en s'améliorant. Et on a un épisode à concept avec le 5e et dernier disponible pour l'instant. C'est un épisode avec diverses couches de révélations sur le déroulement d'une soirée qu'on va voir et revoir avec à chaque fois l'ajout de nouveaux éléments. Évidemment, dans ce cas de figure, le risque est celui de la répétition et l'épisode n'échappe pas suffisamment à cet écueil. Toutefois, l'expérience reste sans doute la plus aboutie de cette première partie de saison 3 et la fin en très gros cliffhanger fonctionne assez bien pour nous pousser à voir les 3 derniers épisodes qui arriveront sur la plateforme le 27 juillet. Oui, puisque sachant que cette saison ne comptera au total que 8 épisodes. On a bien compris que c'était pour générer 2 mois d'abonnement consécutifs, ça va de soi, mais bon, rien de bien choquant de mon point de vue. Et par ailleurs, j'ai comme l'impression que sur une diffusion hebdomadaire, la série aurait risqué de se faire abandonner en cours de route, tellement certains passages sont plats. Au moins, on a la promesse d'une reprise avec un tournant dans l'histoire de la série, et potentiellement du continent, et des affrontements à foison qui se profilent, du moins on l'espère. Avant de plonger dans les livres cet été, grâce au lien vers Nextory que vous trouverez juste en dessous, je vous préviens qu'on va passer à une courte partie spoiler.
Et si vous me quittez ici, eh bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je n'ai pas oublié Secret Invasion, je vais y revenir, ni l'arrivée prochaine de Mission Impossible, Oppenheimer ou encore Barbie au cinéma. Vous entrez maintenant dans le monde terrifiant des spoilers avec plein de bras, plein de mains avides, soyez prévenus. Et oui, vous aurez reconnu la description du monstre le plus dérangeant qu'on ait jamais vu dans cette série, du moins je pense. Le meilleur monstre, je ne crois pas, mais disons que son design est vraiment un truc de cauchemar, ce qui n'est pas pour me déplaire, vous devez le savoir éventuellement si vous suivez les parties de mon jeu de rôle Terre Profane sur la chaîne secondaire Captain Jeu de Rôle. Ce qui m'a fait rouler des yeux, c'est le fameux cadeau de Vilgefortz à Tissaia, ce bracelet qui est en fait composé de pierres qu'on ne trouve que dans la région de la caverne des horreurs, et que cet abruti a aussi offerte à Lydia, celle qui lui sert de nœud de communication. Soyons francs, c'est quel niveau de connerie ça chez un comploteur émérite. Alors c'est sûr, un Stregobor fait un excellent coupable, et on ne comprend pas pourquoi il ne se défend pas de manière un peu plus véhémente d'ailleurs. Pour le reste, on a surtout vu Vilgefortz en action une fois, et ce n'était franchement pas terrible. Bah oui, rappelez-vous, il invoquait des épées à la chaîne, en mode prestidigitateur, il combattait Caïr je crois, et pendant ce temps, Yennefer était simplement en train de balayer tout le champ de bataille avec une avalanche de flammes, de salles de ambiance. Alors oui, bien sûr, on peut supposer que Vilgefortz faisait alors volontairement profil bas pour masquer son véritable potentiel. Et au sujet de potentiel, eh bien parlons un petit peu de la nullité de Rience, ce mage de flamme, et de ceux qui sont à son service, de tous ceux qui poursuivent Ciri de manière générale. C'est assez chaud. À aucun moment on ne sent de danger véritable planer sur elle, les mercenaires se font défoncer à la pelle, et le monstre roulant du jardin était aussi faible que grotesque. Et le pire, c'est que cela vaut aussi pour Rience, dont la menace se résume à lancer des flammes en ligne droite et à se faire défoncer en 1 contre 1 par Geralt. Et franchement, on ne ressent pas grand-chose en voyant ce personnage à l'œuvre à l'écran, alors qu'il était quand même légèrement inquiétant et efficace en saison 2. Pour couronner tout ça, on a ce bref passage de la chasse sauvage qui se fait bolosser par Geralt, qui spamme son mot de pouvoir. C'est l'introduction d'antagoniste la plus faible que j'ai vue depuis longtemps. Alors bon, c'est vrai qu'on a l'habitude des spectres en groupe qui se font ridiculiser par un héros isolé, et oui bien sûr, je pense au Nazgûl contre Aragorn à Amonsul, mais là, c'était encore pire avec la chasse sauvage. Et ne parlons même pas de la petite scène SM de Dijkstra qui apporte plus de malaise qu'autre chose. On remarque d'ailleurs que la série est devenue presque prude avec les corps féminins notamment, à une exception près durant ces 5 épisodes. En soi, bien sûr, ça ne change pas grand-chose et ça nous évite des scènes de nudité gratuites. Dernier petit point spoiler qui me vient à l'esprit, Ciri se fait remarquer en ville avec ce bébé vouivre qu'elle finit par tuer elle-même, ce qui est d'ailleurs un enchaînement qui n'a que peu de sens, mais bon, passons. Et on a une tentative d'introduction de spin-off de la série principale avec le personnage de la voleuse. Et ce spin-off serait intitulé The Rats, et il ne sortirait sans doute pas avant la mi-2024, et on a un petit peu de mal à s'enthousiasmer à cette idée, sachant combien la série principale galère dès que Geralt n'est pas à l'écran. Encore une fois, j'espère que si vous avez apprécié cette première partie de saison 3, vous n'avez pas trouvé cette critique trop assassine. J'ai trouvé, comme j'ai déjà dit, que ça montait un peu en puissance et que ça finissait relativement bien avec l'épisode 5, c'est déjà ça. Bon, moi je vais vous dire, vous l'avez compris, je ne suis pas trop emballé, mais j'espère que la seconde partie de saison 3 rattrapera un peu les choses, sachant qu'on devra aussi avoir l'explication apparemment dans la série du remplacement de Henry Cavill qui va quitter le rôle et qui va être remplacé par Liam Hemsworth. Ça promet ou pas, on verra bien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!